Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, je suis coach agile et aujourd'hui dans cette session je vais vous parler de standardisation avec le titre de cette session qui s'appelle « Il faut standardiser les pratiques de nos équipes agiles, en êtes-vous sûr ?» Donc la grosse question. Alors avant de commencer, on va dire merci aux sponsors de l'événement. Moi j'ai été organisateur de Conf Agile pendant 10 ans, donc je sais que c'est très utile les sponsors, donc merci à eux. Voilà. Donc rapidement, je me présente. Donc Sébastien Goodwin, moi je suis coach agile depuis 2012 et je me spécialise dans la méthode Kanban. Voilà, je suis notamment formateur accrédité Kanban. Je pratique l'agilité, j'ai découvert ça lors du premier Agile Tour en 2008. Et comme je vous disais, j'ai fait l'organisation de conférences agiles, notamment Agile Grenoble, pendant 10 ans. Et aujourd'hui, au quotidien, j'accompagne les équipes, soit des petites équipes individuelles, soit des programmes qui vont jusqu'à 150 personnes, tant en France qu'à l'international. Et après 20 ans dans une grande entreprise, j'ai créé ma petite boîte, ma petite entreprise, voilà, qui s'appelle Kuja. Voilà pour la pub. Alors, le sujet du jour, c'est que régulièrement, j'ai des managers qui viennent me voir. Sébastien, il faut standardiser les pratiques de nos équipes agiles. Okay. On a plusieurs équipes et elles font toutes les choses de façon différente. Alors, elles ont des pratiques différentes, elles ont des outils différents, des choses comme ça. Ça serait bien de les standardiser parce que là, c'est compliqué et puis c'est difficile à faire le suivi. Et la réponse attendue, c'est bien sûr, on va standardiser et puis vite fait, bien fait, le problème, ça va vite régler. Okay. Alors, c'est bien les standards parce que ça permet de simplifier la complexité et de réduire les coûts, c'est bien connu. Et c'est bien en agile. En agile, on a plein de standards. Plein de standards sur les méthodes, sur les frameworks, sur les outils, sur les pratiques, sur plein de choses. Voilà. Voici quelques mots-clés, mais je vous laisse rajouter vos pratiques à vous qui sont bien connues. Alors, l'approche par défaut qui est de standardiser, de normaliser, très souvent, c'est pas très efficace et c'est très contre-productif. Et ça... Alors, j'ai des petits signes, on me dit reviens dans le champ. Alors, je vais essayer de ne pas avoir d'accident et de ne pas tomber du... Ok. Donc, j'en étais où? Oui, donc effectivement, l'approche standard qui essaye de normaliser, de standardiser, d'avoir tout le monde qui fait la même chose, cette approche-là, elle ne marche pas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu dans une première partie de standards et de standardisation. Ensuite, on va parler de comment documenter les pratiques. Dans une troisième partie, je vais vous parler d'un cas pratique qui m'est arrivé en coachant une équipe. Et enfin, je vous parlerai d'évolution des pratiques, qui est quelque chose d'important. Et à la fin, on aura du temps pour vos questions et des échanges. Alors, standard et standardisation. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 erreurs courantes. La première, c'est qu'il y a de la grande confusion avec les termes standard et standardisation. La deuxième, c'est que le deuxième piège, c'est on a des pratiques qui sont trop prescriptives. On verra après. Et le troisième piège, c'est la mauvaise identification, la mauvaise compréhension des besoins des équipes. Alors, on va commencer par... j'ai été regarder dans un dictionnaire, c'est quoi les standards et la standardisation. Un standard, c'est une norme, un modèle, un élément de référence. Et ce qui est intéressant, c'est la dernière partie, c'est la règle fixée pour réaliser une action particulière. Du coup, avant de parler de standard, il faut commencer à parler de c'est quoi les actions à réaliser. Ok. Donc ça, c'est la première définition. La deuxième définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est standardisation. C'est quoi?
Alors effectivement, le terme le plus connu, c'est par rapport à la normalisation. Voilà, normalisation ou uniformisation. Le fait de rendre quelque chose conforme à un même type, à un modèle unique. Et la partie intéressante dans la définition de standardisation, c'est la dernière partie. C'est la mise en application de standards. Du coup, pour standardiser, eh ben, l'étape d'avant, c'est il faut qu'il existe des standards. Voilà. Donc on ne peut pas standardiser si on n'a pas écrit des standards avant. Et on va regarder après c'est quoi. Mais là, cette petite image de on a des actions, on va les standardiser, on va écrire des standards et après on va standardiser, il me manque une partie. Il me manque quelque chose. Moi, en tant que coach agile, en tant qu'agiliste, il me manque quelque chose. Et on va voir qu'est-ce qui manque. Donc ça, c'est le premier point, bien faire la distinction entre standard et standardisation. Le deuxième piège, je vous disais, c'est d'avoir des pratiques qui sont trop prescriptives. Okay. Parce que si c'est trop prescriptif, à un moment donné, ça ne va pas marcher dans le contexte. Okay. Donc là, on peut prendre un exemple avec le Daily Scrum. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le Daily Scrum et les formats bien connus. Soit le format 3 questions, soit le format style Kanban de revue de gauche à droite, où vous avez peut-être votre version localisée, personnalisée de votre entreprise, de votre équipe. Et ça, on voit que si on est trop prescriptif, si on essaye de trop rentrer dans les cases, à un moment donné, la pratique, elle ne va plus marcher. Et peut-être que si vous avez de l'expérience avec Scrum, si vous avez essayé certaines formes standardisées, vous avez dû rencontrer un mur à un moment donné. Et c'est un peu ça nous est tous arrivé à avoir des pratiques trop prescriptives. Et le guide Scrum, il est tombé dans le piège lui aussi. Bon, pour ceux qui font du Scrum depuis longtemps, en 2013, dans le guide Scrum, effectivement, la pratique du Daily Scrum était très prescriptive. C'était le format 3 questions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quels sont mes obstacles, quels sont mes impediments. Okay. Et ça, les gens qui ont pratiqué, à un moment donné, vous avez dû voir, à un moment donné, ça fait dérailler la collaboration. Pourquoi ? Parce que c'était trop prescriptif. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un changement dans une réécriture du Scrum Guide en fin 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réécrit entièrement la partie Daily Scrum. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le départ, le début de la définition du Daily Scrum, ils l'ont commencé par l'objectif du Daily Scrum est. Et après, ils ont détaillé. Le deuxième point important, c'est qu'ils ont mis les développeurs peuvent choisir la structure et les techniques qu'ils souhaitent à condition d'atteindre l'objectif du Daily Scrum. Donc ça, voilà comment on évite les standards trop prescriptifs. C'est effectivement de comprendre les objectifs de la pratique et de les décrire. Parce que les équipes, elles utilisent des pratiques qui permettent d'obtenir des résultats spécifiques. Okay. Donc du coup, dans la chaîne présentée avant, où je vous disais il me manque une partie, en fait, c'est le besoin, les résultats souhaités. Okay. Et ça, c'est important quand on est agiliste, parce que ça nous rappelle un peu, rappelez-vous vos user stories. En tant que rôle, je veux quelque chose, c'est-à-dire une pratique, afin d'atteindre des bénéfices. Et les bénéfices, c'est votre objectif. Okay. Donc rappelez-vous, effectivement, quand vous avez des pratiques, essayez d'écrire la user story, mais pourquoi j'utilise cette pratique. Okay. Donc ça permet de bien utiliser les pratiques. Et si on en revient au cas où je vous disais, les managers, ils arrivent, on veut normaliser, on veut standardiser nos pratiques. En fait, là, on voit qu'il y a un conflit entre plusieurs user stories. Il y a peut-être la user story des équipes qui veulent utiliser une pratique pour atteindre certains objectifs. Et là, on voit qu'il y a des managers qui nous disent ils ont peut-être d'autres besoins sur la même pratique. Donc, du coup, on a peut-être plusieurs user stories à propos de la pratique qui sont en concurrence. Et c'est là où, effectivement, essayer de normaliser des choses avec des gens qui ont... avec des équipes qui ont des user stories pour leur équipe, pour leur contexte, c'est pour ça que la normalisation, ça ne marche pas.
essayer de mettre tout le monde dans la même case, ça ne marche pas pour les user stories, pour les pratiques agiles. Okay. Voilà. Donc pour cette première partie, donc quelques conseils, c'est pour bien standardiser, rendez explicites les besoins auxquels la pratique doit répondre. Okay. Et quand vous utilisez des méthodes et des frameworks, cherchez les mots-clés, intention ou besoin. Donc en anglais, ça va être intent et purpose. Voilà. Donc cherchez pour comprendre, mais pourquoi il vous demande d'utiliser telle ou telle pratique. Okay. Et si c'est trop prescriptif et qu'il ne vous donne pas le sens, là, il va falloir s'interroger. Est-ce que la pratique, elle est bonne? Est-ce qu'on sait l'utiliser dans le bon contexte? Et ensuite, et adapter selon vos besoins. Voilà. La user story, c'est pour expliquer le besoin, et après, vous pouvez élargir l'éventail de vos solutions. On y reviendra après. Et enfin, le troisième point, c'est de faire attention à l'existence de plusieurs besoins en compétition. Okay. Là, on a vu, oui, le manager qui veut standardiser, en fait, il a d'autres besoins qui rentrent en conflit avec les besoins des équipes. Okay. Donc, faites attention. Et donc là, effectivement, l'utilisation de réexprimer le besoin, de demander le besoin, de l'exprimer en format user story, ça vous permet d'approfondir c'est quoi le vrai besoin du manager qui demande à standardiser. Okay. Lui, quand il demande à standardiser, c'est-à-dire, en fait, il arrive avec une solution et il ne vous a pas expliqué le besoin. Quel est son besoin? Donc, repasser par les user stories, ça va vous aider. Voilà, c'était pour la première partie. La deuxième partie, c'est, OK, on a parlé, il faut documenter, il faut écrire des standards. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de documenter ses pratiques. Okay. Donc, pour chaque pratique, je vous invite à documenter quelle est la pratique. Quelles sont ses intentions, ou ses intentions au pluriel, et quels sont les bénéfices recherchés. Okay. Et en faisant cet exercice pour chacune de vos pratiques, vous allez obtenir une collection, une liste de pratiques qui vont être vos tactiques, vos méthodes usuelles, afin d'obtenir des résultats déterminés. Et ça, cette définition, c'est la définition de quoi? C'est la définition d'un playbook ou d'un livre de jeu. Donc pour ceux qui ont vu des films et des séries sur le football américain, chacune des équipes, elles ont leur playbook avec toutes les tactiques, jaune 52, bleu 72 et ainsi de suite. Donc le conseil, c'est d'écrire vos pratiques et de constituer votre playbook. Alors, comment construire votre playbook? Pour chaque pratique, ça va être de donner un nom unique à cette pratique. Parce que sinon, les gens vont parler de plusieurs pratiques avec les mêmes termes. Donc, ça peut semer la confusion. Donc, un nom unique, ça va aider à savoir de quoi les gens y parlent. Ensuite, c'est d'indiquer les objectifs de la pratique, les bénéfices attendus, comme je vous en ai parlé. Et ensuite, ça va être de décrire la pratique de façon détaillée. Comment se déroule la pratique? Et enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est d'indiquer des informations d'aide au choix de la pratique. Okay. Dans quelles conditions je peux utiliser cette pratique? Donc, ça doit être les conditions d'utilisation, les cas limites. Okay. Dans quel cas il faut faire attention parce qu'on va sortir du champ d'application? Quelles sont les limites? Y a certaines pratiques, elles ne font pas le café, elles ne vont pas sur la Lune. Okay. Donc, documenter aussi les effets de bord que peuvent avoir la pratique. Est-ce qu'il y a des effets de bord positifs ou négatifs? Et enfin, quel est le coût de la pratique? Quels sont les efforts à mettre en œuvre pour la mettre en place? Les difficultés, les contraintes. Et est-ce qu'il y a des trade-offs à considérer? Voilà. Alors, une peur, justement, on disait, certains managers, ils veulent standardiser pour que tout le monde fasse la même chose. Y a une petite peur, effectivement, on veut bien ranger dans des cases les pratiques, faire au plus simple, qu'il n'y ait qu'une seule chose à la fois. Et ça, c'est un piège. Okay. On a besoin d'enrichir le playbook. Il ne faut pas s'arrêter à une pratique pour un objectif. Okay. Donc du coup, il y a certaines personnes qui peuvent être mal à l'aise parce qu'on peut avoir une pratique qui peut servir plusieurs objectifs. Et à l'inverse, vous pouvez avoir plusieurs pratiques que vous pouvez utiliser en fonction du contexte pour atteindre le même objectif. Donc ça, il est intéressant de ne pas trop restreindre son playbook pour avoir un éventail, une variété de pratiques pour s'adapter aux différents contextes. Okay. Enrichir votre jeu agile pour vous adapter.
Okay. Là, c'est le cas d'une photo d'une route de montagne avec du brouillard. Bah, quand le brouillard apparaît, vous allez adapter votre pratique de conduite. Et la pratique de conduite, il y a d'autres sous-pratiques dedans. Vous allez allumer les phares, vous allez réduire votre vitesse, vous allez augmenter votre vigilance. Okay, parce que le contexte est différent. Du coup, même si a priori c'est la même pratique de conduite, en fait, vous allez vous adapter. Okay. Et c'est dans ce sens-là où il ne faut pas avoir peur d'avoir une variété de pratiques et avoir plusieurs pratiques, parce que vous avez besoin de vous adapter. Donc du coup, grâce à votre playbook, vous allez pouvoir vous comporter comme un quarterback au football américain. Vous allez pouvoir observer les conditions, l'environnement, la situation présente. Vous allez pouvoir identifier, clarifier quels sont vos objectifs. Est-ce que dans le nouveau contexte, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités? Et enfin, vous pourrez choisir, adapter et combiner vos pratiques. Okay, ça, c'est important. Okay. Donc du coup, ce qu'on arrive, c'est que en fait, votre playbook, ce n'est pas juste une liste de pratiques. En fait, votre playbook, c'est plutôt une collection de réponses adaptées. Okay, donc vos playbooks contiennent des standards connus et acceptés par l'organisation qui vous permet de standardiser les réponses. Voilà. On veut standardiser les réponses, mais pas les pratiques aux challenges rencontrés, en sélectionnant les options adaptées à votre playbook. Okay, donc le playbook, c'est bien d'avoir de la variété, plusieurs pratiques. Comme ça, vous pourrez aller chercher quelles sont les pratiques adaptées à votre contexte, surtout si vous avez documenté les conditions d'utilisation. Et ça, très souvent, on ne parle pas des conditions d'utilisation des différentes pratiques. Alors, voyons un cas pratique, troisième partie. Donc là, je vous ai fait un playbook très simplifié, juste avec deux méthodes. Okay. Donc, par exemple, il y a Scrum, que beaucoup connaissent. Donc, c'est bien la description, on en a une. Il y a un Scrum Guide en ligne. Voilà, je vous ai mis le lien. Et puis, je vous ai mis quelques informations pour bien choisir la pratique. Donc, par exemple, le périmètre en Scrum, c'est l'équipe Scrum. Et le focus de la méthode, c'est la collaboration. Et il y a une chose à laquelle on pense assez peu en Scrum, c'est quoi le type de changement nécessaire pour mettre en place Scrum. Et pour mettre en place Scrum, on a du changement disruptif, du changement structurel. Structurel, pourquoi? Parce qu'on va changer les rôles et les responsabilités. Le focus en Scrum, c'est de changer les rôles et les responsabilités des personnes. Donc ça, c'est un point important. En contraste, par exemple, Kanban, pareil, on a une description, on a un Kanban Guide en ligne, voilà. Le périmètre, de la pratique, ça va être le workflow. Okay, le workflow sous contrôle de l'équipe. Ce n'est pas tout le workflow. Voilà. Et le focus, c'est le flux de travail. Et le changement nécessaire pour mettre en place Kanban, le changement, lui, il est évolutif ou normatif. Okay. Donc, une petite différence. Et donc, du coup, le changement, il est plutôt sur le quoi et le comment. On ne va pas changer les rôles. Voilà. Donc, voilà un petit exemple de playbook, des choses que vous pouvez mettre, que vous pouvez capturer pour bien utiliser les différentes pratiques. Okay. Alors là, effectivement, ça semble s'opposer, mais il n'y a pas une méthode qui est meilleure par rapport à l'autre. Okay, ça va dépendre de votre contexte. Okay, donc, quand vous retournerez voir vos équipes, posez-vous la question pour votre prochaine équipe ou pour votre équipe actuelle. Okay, quelle est la méthode la plus adaptée? Okay. Et puis on peut combiner les méthodes. Ce que je vous disais, on peut combiner les méthodes. Et donc ça, pour cet exemple-là, y a une conférence en fin de journée sur Scrum et Kanban, où effectivement l'orateur va vous présenter comment on peut combiner. Voilà. Donc les pratiques, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Vous pouvez les combiner. Okay. Et en ayant les bonnes informations, vous pouvez les combiner de manière appropriée à votre contexte, en connaissant quels sont vos objectifs et quelles sont les intentions de chaque méthode. Alors, cas concret qui m'est arrivé en coachant une équipe. Donc, j'avais un manager qui manageait 6 équipes de développement. Okay.
Donc chaque équipe était assez indépendante, chaque équipe travaillait sur un sous-système d'un projet. Voilà. Et donc il vient me voir et il me dit, Seb, j'ai envie de passer mes équipes en mode Scrum. Ok. Donc déjà, tout de suite, le manager, il vient avec une solution. Ok. Donc un cas classique. Donc c'est le boulot du coach de dire, oh là, on va regarder, c'est quoi les besoins. Okay. On va bien vérifier quels sont les besoins et ensuite on va vérifier effectivement est-ce que la solution qui est souhaitée par le manager correspond à ses besoins. Ça, c'est le boulot du coach. Et ça, vous pouvez le faire aussi si vous avez votre playbook avec effectivement les conditions d'utilisation. C'est la même chose que vous pouvez faire. Vérifier par rapport à un besoin, est-ce que la pratique est adaptée à votre besoin. Donc du coup, effectivement, dans ce cas-là, on avait identifié que effectivement, la solution proposée par le manager de mettre en place du Scrum, ça correspondait. Du coup, on a formé les équipes, on a déployé Scrum dans les équipes, et puis avec un peu de suivi post-déploiement. Du coup, au résultat, effectivement, on a vu de l'amélioration dans la collaboration, l'amélioration dans la visibilité et la transparence, et un meilleur contrôle de la durée des projets. Les équipes étaient contentes, le manager est content. C'est super, c'est la fête, Scrum, c'est génial. Merci Sébastien. Voilà. Mais tout ça, c'est parce qu'effectivement, on a bien vérifié que est-ce que notre pratique, elle correspondait bien aux besoins et est-ce qu'on avait les conditions nécessaires à mettre en place la pratique. Alors, épisode 2 dans la même équipe. Cette fois-ci, on voit apparaître une équipe de business analyst en orange avec un manager. Donc le besoin, c'était effectivement d'améliorer la collaboration entre ces équipes de dev et les business analysts, parce qu'il y a des frictions historiques entre les deux équipes, dans la communication, dans la collaboration, qui sont source de non-qualité pour la solution développée. Un point important, c'est que l'équipe de BA, le manager, il marche en mode traditionnel. Donc j'en discute un peu avec le manager de l'équipe de dev qui est missionné pour mettre en place de la collaboration. Donc on en discute, voir quel est le contexte et ainsi de suite. Et là, il saute tout de suite sur la solution. Sébastien, si c'est un problème de collaboration, on va faire comme avant. La solution, Scrum, ça a bien marché, on va refaire du Scrum. Voilà, j'implémente tout de suite. Allez, ciao, à plus. Voilà. Donc, du coup, malgré mes mises en garde, il part directement sur la solution. Donc un pattern assez courant de sauter sur les solutions. Et surtout quand on est manager technique dans des problématiques techniques. Voilà. Donc du coup, il veut implémenter Scrum. Il a essayé d'implémenter Scrum en mettant... en déployant les business analysts dans les équipes Scrum. Et en essayant d'enlever les silos. Ouais. Donc, c'est ce qu'il a essayé de faire. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer de mal dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ce manager et qu'est-ce qui arrive? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vu ce que je vous ai... Oui. Déjà, il va y avoir sûrement de la résistance au changement. Ouais, de où? De l'équipe de business analyst. De l'équipe de business analyst, tu penses? Alors, il peut y avoir aussi sur l'équipe d'accueil, oui. Ah oui, ça peut arriver, oui. Quelqu'un d'autre? Ah. Pour les mêmes équipes. Voilà. Ouais, il est là, effectivement. Il y a deux managers et l'ancien manager, comme je vous ai dit, il est en mode traditionnel. Donc du coup, il intervient directement auprès de ses business analysts. Donc ça veut dire que les équipes Scrum auto-organisées, elles ne sont pas aussi auto-organisées que ça, parce qu'elles peuvent faire leur sprint planning, définir leurs objectifs de sprint, leur plan, et puis en milieu de sprint, il y a le manager qui vient intervenir et qui va dire au BA qu'est-ce qu'il doit faire. Donc du coup, là, l'objectif d'avoir un sprint goal, tout vole en l'air. Le plan, il ne marche plus. Du coup, atteindre les objectifs du sprint goal, c'est foutu.
Donc effectivement, ça n'a pas marché et ça a vite pas marché. Et du coup, ils ont dû revenir en arrière. Alors, réextraire les business analysts et revenir en arrière, remettre les silos en place. Tellement il y avait de la résistance de la part du manager. Voilà. Ouais, c'est traître, hein. Voilà. Il n'y avait pas de problème avec les business analysts. Non, non, pas de problème. Voilà. Donc là, epic fail avec Scrum. Alors, essayons d'analyser pourquoi Alors, dans les deux cas, le problème identifié, ça a été la collaboration. Alors, on peut se poser la question, s'il y a un problème de collaboration, pourquoi dans le premier cas, quand on a fait de la transformation agile avec les équipes de dev, Scrum, ça a marché? Et puis, pourquoi, dans la deuxième transformation, en incluant l'équipe de business analyst, pourquoi ça n'a pas marché? Alors que les deux problèmes, c'était un problème de collaboration qui avait été identifié. Alors, un petit rappel du playbook que je vous ai montré. Hein, il n'était pas là de manière innocente. Alors, effectivement, le périmètre en Scrum, c'est l'équipe Scrum. Et ça, c'est important de comprendre que voilà, le périmètre de la pratique est important à comprendre. Et ensuite, il y a aussi le type de changement. Voilà. Le type de changement avec Scrum, c'est du structurel. On change les rôles, on change les responsabilités. Voilà. Donc du coup, quand on fait notre analyse, dans la première partie, dans l'épisode 1, le périmètre du changement, c'était bien les équipes individuelles. Et le point clé qu'on avait, c'est qu'on avait un manager qui était en responsabilité sur ses équipes. Il était volontaire, il a été leader, il a expliqué, accompagné, il a donné du sens et il a aligné tous les collaborateurs. Voilà, il était en soutien, il a facilité. Du coup, on a pu mettre en place les rôles et les responsabilités Scrum. On a pu faire le changement dans chaque équipe. Okay, et ça, c'est le point clé de Scrum. Si vous voulez réussir avec Scrum, il faut réussir à mettre en place ces nouveaux rôles et ces nouvelles responsabilités. Donc du changement structurel, disruptif. Voilà. Donc dans ce cas-là, effectivement, dans le premier épisode, effectivement, tous les prérequis de l'utilisation de Scrum étaient là. Donc du coup, Scrum était bien la bonne pratique pour ce contexte. Alors que dans le deuxième cas, en fait, les anciennes structures de reporting en fait, et de management sont restées inchangées. Okay. Le focus a été mis sur les équipes, les membres des équipes, okay, comment on fait travailler ensemble les développeurs et les business analysts, alors que le rôle des managers et leurs responsabilités, celui-là, ça n'a pas été clarifié. Donc le vrai périmètre, en fait, ce n'était pas les équipes, c'était les managers, la Scrum Team des managers. Okay. Donc dans ce cas-là, effectivement, le périmètre a été mal identifié. Okay. Et c'est pour ça, et les rôles n'ont pas été clarifiés. Donc du coup, les prérequis pour utiliser Scrum ne sont pas là. Okay. Et c'est pour ça que Scrum n'a pas marché. Parce qu'on n'avait pas les prérequis pour utiliser Scrum. Et on n'a pas fait le changement nécessaire à la mise en place de Scrum. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver pour chacune des pratiques. J'ai pris l'exemple de Scrum. Voilà, moi aussi, j'ai fait beaucoup de Scrum, même si je me suis spécialisé en Kanban, et j'accompagne toujours les équipes en Scrum. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a juste des méthodes qu'on applique dans le bon contexte ou pas le bon contexte. Voilà. Donc du coup, pour conclure cette troisième partie, voilà, donc petit rappel, donc effectivement, on peut standardiser les pratiques des équipes agiles, mais pas aveuglément. Le playbook, ça va constituer votre catalogue de tactiques ou de standards, et il faut bien maîtriser les conditions d'application de chaque pratique pour pouvoir appliquer dans le bon contexte chaque pratique. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur, là je répète, hein, c'est pour bien vraiment passer des messages, il ne faut pas avoir peur de la diversité des pratiques. Okay, parce que c'est une force pour répondre aux challenges rencontrés. Voilà. Et parfois, si des fois ça marche, et des fois ça ne marche pas, c'est peut-être le signe que votre playbook n'est pas assez détaillé. Soit dans la description de la pratique, soit dans la description des conditions d'utilisation de la pratique. Donc il ne faut pas remettre en cause la pratique, il faut plutôt remettre en cause la compréhension de la pratique. Alors, dans cette quatrième partie, avant de conclure, on va parler d'évolution des pratiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez important.
Parce que le manager qui demande à standardiser les pratiques dans les différentes équipes ou dans l'organisation, lui, ce qu'il s'attend, c'est qu'une fois que c'est standardisé, il n'y a plus rien qui bouge. Que ça soit bien fixé, bien rangé. Que ça rentre bien dans les cases, que tout soit bien rangé. Malheureusement, les pratiques, elles se rebellent un petit peu. Parce qu'en fait, vos pratiques, elles évoluent. Okay. Donc, comme elles vont évoluer, votre playbook, il n'est pas définitif. Il va falloir le mettre à jour régulièrement. C'est comme au football américain, en utilisant les pratiques, ils se rendent compte que forcément, on n'a peut-être pas bien détaillé les pratiques et qu'il faut les raffiner. Ensuite, il y a l'environnement. Les équipes adverses, elles vont commencer à répondre aux tactiques que vous avez mises en place. Donc, du coup, il va falloir les faire évoluer vos pratiques pour répondre au changement d'environnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le changement évolutif des pratiques. Alors, ce changement, il peut soit être explicite, et ça, les agilistes, vous connaissez les rétrospectives. Les rétrospectives, c'est un moyen formel de réexaminer ce que vous faites et comment vous le faites. Donc ça, vous faites un changement explicite dans vos pratiques. Donc après, il y a différents modes de changement explicite. Vous pouvez être dans des modes d'amélioration continue, vous pouvez utiliser du Toyota Kata, du Kaizen, ou peu importe vos méthodes. Okay. Mais ça, du coup, ça fait du changement explicite. C'est vous qui l'impulsez. Okay. Et sinon, il peut aussi y avoir du changement implicite. Okay. Parce que, en fait, vous avez de la variabilité dans la reproduction de vos pratiques. C'est-à-dire, on fait la pratique une fois, 2 fois, 3 fois, un certain nombre de fois. Et à chaque fois qu'on utilise la pratique, en fait, on ne va pas l'utiliser tout à fait de la même façon. Okay. Parce qu'il va y avoir un petit changement parce qu'on ne fait pas exactement comme d'habitude. Donc, il y a de la variation à chaque fois qu'on utilise. Ensuite, il peut y avoir l'émergence de nouvelles pratiques. Vos pratiques actuelles peuvent aussi évoluer, s'adapter. Et enfin, il y a des pratiques qui peuvent aussi disparaître. Donc, il y a ce qui s'appelle une écologie des pratiques. Voilà, c'est comme les espèces animales ou végétales, c'est pareil pour vos pratiques. Voilà, il y a une écologie des pratiques. Il peut y avoir une compétition entre les pratiques et il peut y avoir une influence d'une pratique sur une autre et vice-versa. Ensuite, il y a aussi la question de recruter des participants. Comment on fait en sorte qu'il y ait des gens qui utilisent une pratique, des gens qui n'utilisaient pas la pratique et qui leur faire utiliser la pratique. Ou éventuellement, le problème il y a des gens qui arrêtent une pratique. Okay. Donc il y a cette question-là. Et ça, ce n'est pas toujours explicite. Donc les choses évoluent. Et le dernier point, c'est effectivement l'influence du sens. Parce que quand votre environnement change de manière substantielle, les pratiques qui avaient du sens dans votre environnement précédent, du coup, perdent leur sens. Du coup, s'il y a une perte de sens des pratiques, les pratiques vont être abandonnées. Et donc ça, ce changement évolutif de vos pratiques, c'est quelque chose de très important. Il y a en sociologie une branche de la sociologie qui s'appelle la théorie des pratiques sociales, qui examine les pratiques de manière générale, les pratiques de tous les jours. Il peut y avoir les pratiques agiles, les pratiques dans l'éducation, les pratiques dans les conférences, voilà, parce que une conférence telle que Agile Tour Bordeaux, c'est une pratique. Et dedans, vous avez aussi d'autres sous-pratiques. Vous avez la pratique des organisateurs, les pratiques des speakers, vous avez les pratiques en conférence des participants, donc vous-même. Donc, il y a des aspects sociaux et culturels. Donc ça, en France, il y a Bourdieu qui a étudié ça. Et sinon, à l'international, on a Elisabeth Chauve, Theodor Schatzky, Regwitz et Stephen Kemis. Je vous ai mis deux bouquins intéressants. L'un, The Dynamic of Social Practice de Elisabeth Chauve et l'autre, Transforming Practices de Stephen Kemis. C'est très intéressant. Ça vous explique tout ça, d'un point de vue sociologique, comment les pratiques évoluent. Okay. Et ça peut me donner un éclairage aussi sur ce qui va être dit dans d'autres conférences. Okay. Demain, je crois qu'il y a une conférence avec la Luan Conway et sur pourquoi certaines pratiques ne sont pas suffisantes. Et une partie de la réponse, moi je mettrais qu'une partie de la réponse à effectivement certaines bonnes pratiques ne sont pas suffisantes, c'est parce qu'on a ces environnements socio et culturels.
Okay, et quand j'étais en train de regarder, je me disais, mais est-ce que je vais vous mettre le nom de Théodore Chatsky? Et puis je suis allé regarder un peu de quoi il parle. Et je suis tombé sur un article intéressant auquel il a participé, c'est pourquoi il y a des pratiques non soutenables qui restent dominantes. Okay, et il prend là l'exemple de pourquoi l'usage de l'automobile reste dominant par rapport à d'autres pratiques comme l'usage du vélo. Alors qu'on a une pression sociale de plus en plus de l'écologie, de faire attention aux ressources et ainsi de suite. Okay. Et donc là, ce n'est pas juste une pratique contre une autre, c'est aussi il y a tout un environnement social et culturel qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a des pratiques, vous n'allez pas réussir à les mettre en place. C'est un peu ce que Rachel disait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas aller contre la culture d'une entreprise. Et la culture va rejeter toutes les pratiques qui sont en contradiction avec la culture en place dans vos organisations. Okay, donc ça veut dire que c'est intéressant d'avoir son playbook et de connaître les conditions d'application. Parce que sinon, vous allez essayer d'utiliser des pratiques et vous allez vous prendre un mur. Parce qu'elle parlait d'homéostasie et ainsi de suite. Parce que la pratique, elle est en contradiction avec la culture de l'entreprise. Donc du coup, vous allez vous faire rejeter. Donc ça aussi, c'est important, tous ces aspects de sociologie et de compréhension de la culture, des valeurs de l'entreprise et de l'organisation ou des équipes. Alors, je reviens à mon cas pratique avec le manager de nos 6 équipes de dev. Je l'avais en début de mois en formation Kanban System Design, où effectivement, je parle de ce changement évolutif des pratiques. Et du coup, là, il a une réalisation. Sébastien, est-ce que ça veut dire que si je mets Kanban dans mes 6 équipes, elles vont développer des pratiques différentes? Il me pose la question. La réponse, c'est oui. Oui, les équipes, même si il veut mettre en place Kanban dans ces 6 équipes, à un moment donné, les pratiques vont évoluer dans chacune des 6 équipes de manière indépendante. Okay, parce que ne serait-ce que déjà, les personnes, ce n'est pas les mêmes personnes, vous n'avez pas des clones, vous n'avez pas des Stormtroopers identiques. Chacun va avoir des compétences et des expertises différentes. Les tâches vont être différentes. Donc, du coup, ça va faire des dynamiques sociales ou des dynamiques d'équipe qui sont différentes. Les équipes vont s'organiser d'une manière différente. Okay, donc, c'est normal que les pratiques vont être différentes dans chacune des équipes et qu'il va y avoir des évolutions qui soient différentes. Après, on peut toujours faire un peu de réalignement avec de manière régulière en recodifiant, en remettant à jour le playbook et en faisant comment ça s'appelle, du partage de connaissances, des open space, des communautés de pratique, des choses comme ça, pour que les gens puissent s'inspirer les équipes puissent s'inspirer les unes les autres. Mais c'est la vie, c'est normal. Voilà. Et ça, c'est connu depuis longtemps. Alors là, je vous ai mis une référence qui date d'il y a plus de 10 ans, mais je pense qu'on peut trouver des références qui sont encore plus vieilles. Là, je vous disais, au niveau de chaque équipe, c'est différent. Mais là, imaginez maintenant l'éventail du changement, des influences, des pratiques, parce que les projets sont différents. Et puis, les organisations aussi sont différentes. Donc, vous ne pouvez pas copier une pratique d'un projet à un autre, ou les pratiques d'une organisation à une autre, d'une entreprise à une autre. Donc ça, c'est normal. Donc du coup, effectivement, c'est ce que Rachel disait ce matin dans sa keynote, c'est qu'effectivement, la méthodologie one size fits all, c'est-à-dire le t-shirt à taille unique, ça ne marche pas. Et si vous essayez ça, vous allez plomber la performance de vos équipes. Parce que du coup, vos équipes, elles ne vont pas faire les pratiques qui vont les aider à atteindre les résultats dont ils ont besoin. Les équipes vont être contraintes par des pratiques sous-optimales. Okay. Et donc, du coup, vous n'aurez pas la performance. Et ensuite, vous allez démoraliser vos équipes parce que dans vos équipes, normalement, vous avez des gens qui ont fait des études, qui sont éduqués et qui sont experts. Et là-dedans, quand on oblige les gens comme ça, qui sont plutôt créatifs, qui sont dans des tâches de travail intellectuelles, essayer de mettre les gens dans des cases et les forcer à utiliser des pratiques tout le monde la même chose, ça ne marche pas. Donc, vous allez plomber le moral de vos équipes et ça ne va pas aller. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui sur standard et standardisation. Donc en résumé, alors, je vous ai parlé des 3 erreurs courantes que moi je rencontre, c'est-à-dire confusion, standardisation, les pratiques trop prescriptives, mauvaise identification et compréhension des besoins.
On a parlé que les pratiques sont des réponses à des besoins. Donc, le point clé, c'est expliciter les besoins, rendre explicite, et d'adapter les pratiques à votre contexte. Donc, constituez votre playbook et enrichissez-le. Okay. La diversité des pratiques est une force. Okay. Ce n'est pas le problème. Si on vous demande d'uniformiser, c'est qu'il y a un autre besoin qui est caché. Donc rendez-le explicite. Et enfin, vos pratiques agiles évoluent, il y a du changement évolutif, et je vous ai parlé de la théorie des pratiques sociales. Donc pour élargir, pour répondre à la question, qui est dans le titre de la session. Donc si c'est standardisé pour uniformiser, ça c'est voué à l'échec. Fuyez. Ou alors essayez de comprendre quel est le besoin qui est caché par votre manager qui vous demande de standardiser. Parce que standardiser, c'est documenter, comprendre, capitaliser et faire évoluer, améliorer vos pratiques. Voilà. Donc ça, c'est l'approche Lean. Okay. Je crois que juste après, il y a une session sur le Lean, les pratiques Lean. Donc je crois qu'elle va en parler. J'en discutais avec elle hier. Et donc elle va parler un peu de standardisation. Ce n'est pas le sujet principal, mais elle va en parler un petit peu. Donc du coup, si cette approche-là de standardisation, cette approche-là, oui, vous pouvez l'utiliser pour standardiser vos pratiques. Et là, je vous ai expliqué comment vous pouviez faire pour réussir. Voilà. Et donc, effectivement, encore une fois, vos pratiques agiles évoluent. Mettez à jour votre playbook de manière régulière. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur un sujet qui est très intéressant et qui peut s'étendre à d'autres choses. J'ai mis quelques graines à droite à gauche sur, par exemple, la théorie des pratiques sociales ou le changement évolutif. Donc, on peut aller très loin. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, on peut échanger. Je crois qu'on a une petite dizaine de minutes.